Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire Concerto, donc organisé par le R3 Naiad. Nous poursuivons notre exploration sur les grands enjeux de l'eau à travers ces webinaires. Donc après avoir fait un première thématique sur la partie, on va dire, qualité, en abordant les PFAS lors du premier webinaire, puis les milieux aquatiques à travers les trajectoires des communautés de poissons en habitat restauré il y a un mois. Voilà le troisième rendez-vous sur le sujet de la sobriété et les services d'eau. Les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube, c'est pour ça que vous l'avez en bas à droite de la diapositive. Et ce webinaire sera aussi mis assez rapidement sur la chaîne YouTube. Avant de commencer plus précisément, quelques mots sur le R3 Naiad. Donc, je vais faire très rapide, hein, et sur la genèse de ces webinaires. Donc le R3 Naiad, c'est le réseau régional de recherche sur l'eau en région Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine qui vise à structurer les collaborations entre les chercheurs, accompagner l'émergence de projets, donc l'incubation de projets, et favoriser le partage des connaissances au service des territoires. Donc en quelques mots, si on fait des mots, on va dire simples sur nos ambitions, c'est mieux se connaître, travailler ensemble et diffuser les connaissances. Sur les webinaires Concerto, c'est dans cet esprit qu'ils sont nés, donc en mai dernier. Donc Concerto pour contraction entre concertation et eau. Les objectifs est de créer des temps d'échange entre recherche et les acteurs territoriaux pour croiser à la fois les connaissances scientifiques, les retours d'expérience des acteurs et aussi échanger sur les enjeux et les besoins opérationnels autour de l'eau. Et tout cela avec, on va dire, la petite représentation en bas, de faire la balance entre les productions de connaissances qui puissent contribuer aux leviers d'action territoriaux sur les enjeux de l'eau. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir trois interlocuteurs. Donc à la fois Françoise Goulard, donc directrice de recherche de l'innovation et de la transition écologique à la régie de l'eau Bordeaux Métropole, Kevin Caillot, chargé de recherche en sociologie à l'unité de recherche ETIS de l'INRAE, et Bénédicte Crulot, chargé de recherche en sciences économiques dans la même structure. Je vais laisser la parole tout d'abord à Françoise pour une première intervention sur la partie acteur territorial, et ensuite le binôme Kevin et Bénédicte sur la partie recherche. Merci Sylvain, bonjour à tous, je partage mon écran. J'ai pour mission d'introduire ce séminaire avec la problématique de la sobriété à la Régie de l'eau Bordeaux Métropole. Donc la Régie de l'eau a été créée en 2023 et c'est l'opérateur pour l'eau potable et désormais aussi pour l'assainissement et la gestion du pluvial urbain, l'opérateur de la métropole pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la production et la distribution d'eau potable. Euh, pour nous, cette question de la sobriété, c'est un enjeu fort face à un équilibre besoin-ressources assez fragile. Tout le monde, et ces jours-ci en particulier, on parle de sobriété, d'adaptation au changement climatique. Et en tant qu'opérateur, on se doit de contribuer aux objectifs plutôt nationaux. Et je rappelle ici le contexte du plan eau qui a été lancé en 2023. Plus local et très important pour nous, c'est de répondre aussi aux sages nappes profondes de Gironde, puisque pour votre information, la Régie de l'eau prélève essentiellement dans des nappes dites d'Oligocène et Éocène, des nappes profondes sur le territoire de la Gironde. Répondre aussi, alors dans l'ordre, plutôt au contrat d'objectifs qui nous lie à Bordeaux Métropole, où il y a des indicateurs qui vont dans le sens d'impliquer les usagers vers des politiques de sobriété, tout type d'usagers, sachant que chez nous, c'est essentiellement la production, l'usager domestique en majorité qui est concerné par la distribution.
et répondre aussi au projet de mandature. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a changé les élus métropolitains et donc le projet de mandature fait grand cas de la sobriété et un axe aussi dont on ne parlera pas aujourd'hui, de la réutilisation des eaux, ou ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles, qui ne sont pas à confondre. C'est plus de la substitution d'eau potable et non pas de la sobriété par rapport à l'eau potable. Et tout ça, faire plutôt donc moins de consommation tout en maintenant l'équilibre économique du service. Et c'est ça tout l'intérêt de se rapprocher de la science dans ce contexte parce que je vous rappelle que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que la facture d'eau, notre budget doit être équilibré entre ce qu'on facture et les charges qu'on a, que ce soit du fonctionnement ou bien sûr de l'investissement. Et on peut penser notamment au renouvellement des canalisations en particulier. Alors, face à ce contexte, alors que nous sommes tout jeunes, puisque créés au 1er janvier 2023, nous avons établi deux choses importantes et structurantes pour la régie. Un plan d'action de réduction des fuites, c'est-à-dire notre gestion de patrimoine pour faire des économies d'eau potable. Et puis, vers les usagers, un plan d'économie d'eau post-compteur, donc auprès des usagers, essentiellement, dans un premier temps, on va dire les usagers domestiques et les collectivités. Puisque dans ce plan d'économie d'eau, au-delà de la sensibilisation, et j'espère que ceux qui habitent la métropole ont tous vu cette campagne de communication Protège ta nappe, déjà, donc savoir d'où vient l'eau avant de proposer aux usagers des éco-gestes. Donc, en complément de cette campagne de communication, nous avons établi une expérimentation assez originale qu'on a tirée un peu d'un retour d'expérience de la métropole de Rennes. Ça s'appelle des ambassadeurs de l'eau, qui sont un dispositif de proximité, hein. Ce sont des gens qui font du porte-à-porte et qui allient sensibilisation à installation et non pas seulement distribution d'équipements hydroéconomes à domicile, puisqu'il faut un diagnostic des points d'eau. Et s'il y a besoin, ils installent des équipements hydroéconomes qui permettent, en fonction des postes dans la maison, des économies mécaniques entre 15 et 25-30% d'économie d'eau en fonction des postes. On a aussi dans ce plan d'économie d'eau, on n'en parlera peut-être pas en détail, des études sur ce qu'on appelle l'eau industrielle. Il faut savoir que sur la presqu'île d'Ambès, pour notre territoire, la régie produit une eau dite industrielle, c'est-à-dire une eau non potable, mais qui vient en substitution des prélèvements au sein des nappes profondes pour des autres process où les industriels n'ont pas forcément besoin d'eau potable. Une étude d'opportunité avec Bordeaux Métropole sur les eaux non conventionnelles, là non plus, c'est pas forcément le sujet du jour. Et pour suivre ces économies d'eau auprès des usagers, nous avons déployé dans ce cadre du plan d'économie d'eau une plateforme de suivi des consommations en eau potable pour nos usagers télérelevés et développer aussi la télérelève sur les bâtiments de Bordeaux et les espaces verts de Bordeaux Métropole, euh, puisque c'est une collaboration avec différents partenaires, dont Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux. Pour vous dire que ce plan d'économie d'eau auprès des usagers est subventionné à 70% par l'Agence de l'eau à Loire-Garonne qui avait lancé un appel à projet auquel on a répondu. Nous avons aussi en parallèle une réflexion sur le déploiement de la télérelève. Alors pourquoi j'en parle? Parce que la télérelève permet d'évaluer quotidiennement nos pertes et d'agir plus rapidement. Donc en théorie, d'augmenter de le rendement et d'éviter les pertes en eau. La télérelève, et peut-être on en parlera aussi, ouvre la voie à une gestion dite intelligente de la demande et notamment, pourquoi pas, réfléchir à une tarification différente de celle d'aujourd'hui. Pour info, par exemple, Toulouse Métropole a proposé une tarification saisonnière puisqu'ils prélèvent dans l'eau de la Garonne et que l'été, il y a période d'étiage, donc de basse eau, ils ont décidé de faire payer à l'usager une eau beaucoup plus chère, puisque plus rare, durant l'été.
Et la télérelève apporte simplicité, transparence et accompagnement des usagers. Euh, c- c'est exactement ce qu'ils consomment. Et pour nous, dans l'équilibre économique, c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avoir une facturation plus juste, plus de facturation, puisqu'on a parfois aussi, donc plus de rentrée d'argent, puisqu'on a aussi parfois des logements qui consomment de l'eau qui ne sont pas déclarés, ce qu'on appelle donc des logements vacants qui, de fait, ne sont plus trop vacants, mais les gens n'ont pas pris un contrat de bah, un contrat à la régie et du coup consomment et nous, on n'est pas en mesure de facturer. Et donc, la télérelève, on verra de suite qu'il y a consommation et non pas la relève d'après. Comme la Régie de l'eau dispose d'une direction recherche et innovation et transition écologique, on participe aussi à des projets de recherche et donc notamment le projet DROP, où sont impliqués à la fois Bénédicte et Kevin, mais d'autres collectivités aussi, dont le bassin rennais, le Haut-de-Paris, enfin plusieurs collectivités dans le consortium initial, et puis une vingtaine de collectivités partout en France histoire de mieux connaître les consommations domestiques par foyer et ainsi mettre à jour le référentiel de répartition des usages. On sait que c'est plutôt euh, les chasses d'eau et la salle de bain qui consomment le plus, mais concrètement, quelles sont les pratiques euh, donc voilà, on cherche à travers ce projet à observer aussi les éventuelles évolutions de consommation en fonction de différents types d'incitations aux économies d'eau. L'idée derrière, et c'est le lien avec le service, au-delà de la connaissance des usages et des usagers, c'est de calculer, peut-être de revoir les formules de calcul de dimensionnement de nos réseaux. Euh, et puis de mesurer l'impact de la baisse des consommations sur le service, puisque je vous rappelle, notre service, en termes de budget, doit équilibrer dépenses et recettes. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet de recherche, c'est qu'à terme, on va essayer d'établir des scénarios de prospective de consommation et donc d'investissement, notamment sur de nouveaux forages ou du renouvellement de canalisation. Au sein de la régie, nous avons également produit, en tout cas notre petite équipe de la direction recherche, innovation et transition écologique, nous-mêmes, un exercice, on a produit un petit narratif prospectif avec différents scénarios, dont un où on tire le trait en effet sur la sobriété. Et du coup, on tire le trait aussi sur les conséquences pour le service. Alors, ça n'a pas le sérieux du projet Drop, c'est vraiment du scénario narratif. Mais c'est intéressant d'échanger au sein de la régie dans cette perspective de 2050, si on tirait le trait vraiment sur la sobriété, quelles conséquences pour le service. Ces scénarios sont issus de la réflexion des scénarios de l'ADEME, je ne sais pas si vous connaissez, une France neutre en carbone en 2050, et notamment deux scénarios un peu tranchés, l'un axé sur la sobriété, l'autre sur les solutions technologiques. Et puis, nous menons aussi en lien avec Altereo et le BRGM un projet de recherche à l'heure actuelle qui traite de la résilience de notre service lui aussi soutenu par l'Agence de l'eau Loire-Garonne, où il y a différents axes. D'abord, évaluer ce qu'on appelle la résilience en face de quel type de menace et des scénarios de simulation, là aussi, pour essayer de mettre en correspondance nos ressources avec les besoins du territoire futur, avec différentes hypothèses. Et on peut imaginer un scénario de sobriété. Alors là aussi, que ça soit à l'usager à titre individuel, mais nous sommes sur un territoire plutôt avec de l'attractivité démographique. Donc, est-ce que ça ira jusqu'à une baisse de la consommation globale? Vraies interrogations. Donc, on fera différentes simulations numériques dans ce cadre. Voilà. Donc, l'idée est d'aller vers un plan de résilience opérationnel
qui nous permettent, si possible, d'agir en fonction de l'évolution du contexte et ne pas se trouver en termes de réaction, mais plutôt d'anticipation par rapport aux évolutions, dont l'évolution de la demande. Voilà, je crois que j'en ai fini de cette présentation et je vais laisser le complément à nos amis Bénédicte et Kevin. Merci Françoise pour cette première vision côté régie. Je fais juste le passe-micro du coup à Bénédicte. Ah, bonjour à tous. Nous, notre mission avec Kevin, c'était de prendre un tout petit peu de recul par rapport à tout ce que Françoise vient de présenter et vous montrer aussi, pour ouvrir les discussions et les débats, de quelle manière nous, tous ces enjeux-là, nous questionner en tant que chercheurs en sociologie, en économie travaillant sur voilà, les services d'eau. Donc, pour faire ça, en fait, on s'est dit qu'on allait repartir d'un travail qu'on avait mené il y a quelques années dans le cadre d'un projet qui était le projet Chapeau, qui questionnait en fait l'avenir des services d'eau et de la performance des services d'eau dans un contexte de changement climatique. Et dans le cadre de ce travail-là, on avait fait tout un travail de prospective. On a essayé d'identifier en fait toutes les composantes d'un système d'alimentation en eau potable qui pouvaient interagir et avoir une influence sur cette performance des services d'alimentation en eau potable dans le futur. Et en fait, pourquoi on a utilisé ce graphique-là? Parce que l'identification de ces grosses bulles qui, derrière, elles, sont alimentées par des petits paramètres, ça permet de replacer tout le contexte changeant dans lequel se trouvent à l'heure actuelle les services d'eau potable. Euh, et par exemple, de mettre en avant, si on s'intéresse au contexte hydroclimatique, l'ensemble des effets du dérèglement climatique sur la pluviométrie et donc sur typiquement la qualité, la quantité de ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable. Ça permet aussi de montrer, dans ce contexte changeant, les impacts des crises économiques sur la capacité de certaines catégories d'usagers de continuer à payer pour leur eau et en tout cas l'émergence aussi de questionnements autour des enjeux de justice sociale et environnementale dans l'alimentation en eau potable. Ça permet aussi de montrer typiquement les conflits d'usage avec cette multiplication des usages qui vont accentuer aussi la dégradation qualitative des ressources dont je parlais tout à l'heure. Si on change de bulle, on va voir aussi tous les enjeux autour de la métropolisation, l'artificialisation des territoires, mais ce qui va aussi impacter sur là où, dans le temps, dans l'espace, à quel moment en fait les prélèvements d'eau sont faits, et donc la capacité de certains services continuer à assurer dans le temps et en permanence l'approvisionnement en eau potable de leurs usagers. Voilà, l'évolution de la demande sociale aussi qui va s'orienter en fonction des évolutions des modes de vie et des modes d'habiter, mais aussi vers une demande croissante de performance et de qualité du service qui va être fourni, pardon, même si on est sur alors j'ai parlé en tant qu'économiste, un service particulier aussi que les gens connaissent assez peu, mais pour lequel ils ont quand même une certaine forme d'exigence. Donc ça, c'est aussi ce contexte-là. Et enfin, voilà, Françoise parlait typiquement de la télé-relève. On va être sur des enjeux de technologisation accrue des services qui, nous aussi, vont nous questionner par rapport à qu'est-ce que ça implique cette recherche de plus de données, et qu'est-ce que ça implique de passer par ces outils-là. Aussi dans la capacité des services à fournir une performance, mais aussi une forme de course à la performance qui peut se produire.
Et puis, les nouveaux risques environnementaux et anthropiques, on parle beaucoup des métabolites, par exemple, et des PFAS, qui est vraiment un sujet émergent chez nous. Mais on a aussi, typiquement sur l'alimentation en eau potable, des risques de cyberattaque, par exemple, dont il faut pouvoir tenir compte. Voilà. Et en fait, tout ce contexte changeant-là, nous, si on résumait les questionnements que ça nous amène avec Kevin, en fait, ça nous amène à questionner cette économie des services. Alors, économie des services au sens très large, puisque ça va être à la fois l'équilibre budgétaire du service, comme Françoise le rappelait tout à l'heure, l'eau paye l'eau, et donc du coup, ça veut dire que moins de recettes via moins de consommation d'eau. C'est aussi pour le service une capacité moindre, typiquement, de maintenir et de renouveler ses infrastructures. Sur tous les effets socio-économiques des modes de tarification. Alors, Françoise parlait tout à l'heure de tarification saisonnière, mais si on est sur la sobriété, il y a aussi des questionnements autour de la tarification progressive et quels impacts ça va avoir sur les différentes catégories d'usagers. C'est aussi des enjeux de responsabilité des services et puis de justice sociale et environnementale dont je parlais tout à l'heure. Kevin reviendra un tout petit peu dessus après. Euh, Si on passe sur la bulle patrimoine, ça va être plein de questions autour de la gestion patrimoniale, de la capacité à maintenir dans le temps un service performant pour les usagers, mais c'est du coup les questions autour de qu'est-ce que c'est que pour eux un service performant, de quel service ils ont besoin, mais aussi comment est-ce qu'on gère ce patrimoine-là pour arriver à fournir au mieux le service qui est demandé en essayant typiquement de jouer sur les rendements de réseau dont on parle beaucoup et donc de réduire ce qu'on appelle les pertes sur les réseaux d'eau. Les nouveaux risques et les dispositifs de surveillance dont je parlais tout à l'heure, et puis tous les questionnements autour du partage d'une ressource qui est maintenant de manière assez générale vue comme un bien commun, mais qui est en tension du fait de différents usages et des conflits autour de ces usages-là et d'enjeux autour de la qualité et de la quantité de cette ressource disponible. Et puis, au niveau de l'architecture institutionnelle, ça pose des questions aussi sur l'échelle optimale de gestion de ce service. Et puis, la gouvernance de service. Alors, il y a beaucoup de débats sur... là, on était dans un contexte où c'était une régie, mais voilà, qu'est-ce que la régie apporte? Comment ce processus de passage en régie peut se faire? Le rôle, la responsabilité de l'autorité organisatrice et puis toute la politisation autour des enjeux de l'alimentation en eau potable. Voilà, je vais passer la parole à Kevin pour les diapos suivantes. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, effectivement, qu'est-ce que tout ce contexte évolutif raconte et les trois grandes dimensions afférentes à l'économie des services qui sont amenées à être questionnées et voire recomposées, qu'est-ce que cela raconte? En termes d'enjeux, ou en tout cas pour le formuler autrement, d'enjeux pour les services, ça raconte aussi en fait la difficulté dans laquelle il y a nos services publics, les responsables des services et même plus largement l'ensemble des acteurs concernés par ces services publics. Donc ça va en gros de l'usager des usagers jusque aux opérateurs et aux responsables politico-administratifs. En fait, ça nous raconte un système d'eau potable qui est finalement pris dans ce que on va pouvoir qualifier en fait de système d'interdépendance. C'est-à-dire que l'ensemble des composantes et des acteurs qui constituent le service public, qu'il s'agisse typiquement des infrastructures, des paramètres environnementaux, des usagers et donc les facteurs sociaux, etc., ou encore la décision politique, il y a les enjeux économiques, équilibre du service, fonctionnement, etc. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte qu'en fait,
ces différents paramètres vont entretenir des relations étroites, des relations fortes entre elles, et surtout vont avoir des effets de réciprocité. C'est-à-dire que lorsque l'on cherche en fait à agir typiquement sur la sécurisation infrastructurelle du service, va se poser derrière cela, ou en tout cas ça va avoir des incidences sur la capacité économique en fait du service à assurer un certain nombre d'actions liées à la sécurisation en fait des infrastructures. Et derrière cela, qui dit avoir un impact sur la capacité économique du service à assurer justement cette mise en patrimoine infrastructure, cette mise en gestion patrimoniale des réseaux signifie qu'à un moment donné, il va bien falloir aussi solliciter ou trouver un certain nombre de sources de financement pour assurer ces dépenses qui vont être de fait croissantes. Et donc, cela va avoir derrière, de manière réciproque, donc des impacts sur les usagers, lesquels vont se retourner sur d'autres segments en fait du service, d'autres acteurs, etc. Donc, en fait, on s'aperçoit que parler de sécurisation, parler de mise en place de politiques de sobriété, etc., ça n'est pas si simple. Ça veut dire en fait réfléchir à la manière de construire et de problématiser l'ensemble des paramètres qui constituent le système d'eau potable au sein duquel se situe le service. Essayer d'anticiper le plus possible ou de maîtriser ou de réagir en fait à l'ensemble des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des effets réciproques qu'une action va pouvoir avoir sur tout ou partie en fait du système. Béné, si tu peux passer à la diapo suivante. Et pour terminer, pour illustrer un petit peu plus cela, effectivement, donc, lorsque l'on s'intéresse à l'enjeu de sobriété des consommations d'eau, comme Françoise l'évoquait, donc effectivement, on est bien aujourd'hui, notamment, c'est une politique publique qui est fortement cadrée au plan institutionnel, notamment par le plan eau du gouvernement de 2023, qui annonce un objectif de réduction des prélèvements à hauteur de 10% d'ici 2030, avec une mobilisation de l'ensemble des usagers. Et en effet, lorsque on regarde, et on le voit au quotidien, même au travers d'un certain nombre de prises de position qui sont prises et diffusées notamment dans les médias, dans les presses régionales ou nationales, on s'aperçoit qu'effectivement la difficulté, c'est que tout le monde est d'accord entre guillemets sur l'enjeu de préservation des ressources, mais personne finalement ne construit ou ne s'accorde en fait sur les véritables coordonnées du problème et en gros qui doit faire quoi, qui doit supporter le fardeau en fait de cette mise en sobriété de nos services, etc. Donc, du point de vue des services, c'est là où, où les dilemmes sont importants et où on comprend d'autant mieux, à mon sens, finalement, tout le système d'interdépendance et l'ensemble des arbitrages et des choix politiques, techniques, sociaux, économiques, etc., que les responsables des services il y a autant responsable politique que il y a responsables techniques, il y a opérateur du service doivent prendre, c'est que ok, on est d'accord sur l'enjeu de préservation et donc derrière cela de réduction des prélèvements et des consommations, mais comment le faire? Qui qui va, ou plutôt qui est considéré comme étant responsable en fait des atteintes environnementales et économiques sur les services. Donc, en gros, qui doit supporter la charge de la sobriété? Comment va-t-on faire effectivement pour accompagner l'ensemble des usagers à faire évoluer leurs pratiques, leur consommation?
lorsque, en plus, on s'aperçoit que il y a non seulement les usagers sont d'une certaine manière tous, il y en a tous différents. Il y a un certain nombre de variables sociologiques, socio-économiques, démographiques, etc., qui vont justement faire varier les pratiques de consommation, les prises de position, les postures, les compréhensions, etc., ainsi que les capacités en fait à faire évoluer les pratiques. Autrement dit, on s'aperçoit que on est, nous ne sommes pas tous armés de la même manière finalement pour agir, que derrière interviennent des logiques sociales que l'on va pouvoir considérer en termes de distinction sociale liées au style de vie des ménages. Interviennent aussi des capacités ou des dispositions liées aussi au capital économique et culturel des individus pour essayer de re-questionner sa manière de vivre et de consommer et faire repositionner ses pratiques. Et de la part des services, effectivement, c'est OK, on va essayer d'accompagner ou de mettre en place un certain nombre d'incitations à l'évolution des pratiques, mais à partir de quel levier? C'est-à-dire, est-ce que travailler, agir sur les questions de tarification du service de l'eau en passant à une tarification progressive dite sociale et environnementale, est-ce que non seulement déjà ce genre de levier d'outils va avoir un réel impact sur les usagers, est-ce que derrière ça va s'accompagner aussi des effets et des promesses en termes de redistributivité sociale du coût du service? Est-ce que au contraire, finalement, on va pas générer de nouvelles formes d'injustice sociale entre usagers, etc. Donc, voilà, pour m'en arrêter là, c'était effectivement juste pour essayer d'illustrer derrière cet impératif et cette injonction à la sobriété des consommations et la réduction des prélèvements, quels peuvent être un certain nombre de dilemmes et d'arbitrages qui vont devoir s'imposer en fait aux acteurs de l'eau. Merci. Merci Kevin du coup et Bénédicte pour cette partie, on va dire, plus sur retour scientifique par rapport à des projets de recherche. Hop, il y a quelqu'un qui rentre. On voit bien que la sobriété, en gros, moi, de ce que je lis à mon échelle, c'est ce que tu disais, Kevin, à l'instant. Ça consiste pas seulement à consommer moins, mais peut-être à repenser plus durablement, on va dire, tous les usages et les services, on va dire, associés. Dans un contexte, on le sait tous, de tensions de plus en plus croissantes là-dessus. Et c'est bien à la croisée de plusieurs on va dire à la croisée entre les connaissances de terrain, les politiques publiques, des modèles économiques, un petit peu de tout. Et c'est un enjeu, on va dire, collectif, si je synthétise rapidement, sans beauté en touche, bien sûr. On a pour l'instant 3 questions, il me semble. Si ça vous va, on peut passer à cette partie-là. Alors, Thomas Languin, donc de Adréal, est-ce qu'au niveau de la métropole de Bordeaux, vous avez estimé la consommation moyenne des habitants de manière séparée des autres utilisateurs, commerces, restaurants, artisans, et son évolution sur ces dernières années? Françoise. Alors, la réponse est non, euh, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, notre base de données, elle n'est pas hyper fiable au sens de la segmentation. C'est-à-dire, derrière un compteur, il peut y avoir un artisan et une famille. Donc, c'est pas si simple. D'où l'intérêt aussi d'avoir plus d'informations quand quelqu'un prend un contrat, de savoir exactement quel type d'usage il va avoir avec l'eau. Donc déjà, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas bien segmenter. Et ensuite, comme on n'a pas
la télérelève, on fait une somme un peu globale, enfin une division un peu globale du volume livré et du volume facturé, et on fait un prorata aux habitants, ce qui est un calcul dit dans le référentiel, mais qui n'a pas de sens, puisque la consommation, c'est le domestique, l'artisan, le professionnel, l'industriel, la collectivité, etc. Donc, justement, l'intérêt d'un projet comme Drop ou l'intérêt de la télérelève, ça va être de mieux connaître, et notamment pour nous, les usagers domestiques, puisqu'ils sont la majorité de la consommation. Ça, on le sait, on va dire des proportions d'abonnés, des proportions de consommation, mais assez grossièrement. Donc, on peut dire qu'en gros, on a 85% d'usagers domestiques, mais qui représentent en gros, grosse maille, 40% de la consommation. C'est difficile d'aller plus loin sur la segmentation aujourd'hui. Merci Françoise. Une deuxième question de Bernard Legube. Sur la partie économique, je pense que la partie réhabilitation des filières de traitement imposées par les effets de changement climatique sur la ressource et les opérations de traitement, en termes de coûts, globalement, ces effets-là attendus sur les effets et les filières de traitement sont sans doute les plus importants que que l'effet de sobriété. Donc tout dépend derrière ce qu'on met derrière la définition de sobriété, je pense aussi là-dessus. Mais je vous laisse répondre. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est en effet un équilibre économique. Il faut qu'on ait, entre, comme je l'ai dit, entre la somme de la facturation, donc nos recettes, et les investissements qu'on va avoir à mener. Alors, sur la métropole de Bordeaux, c'est peut-être un peu différent de d'autres services. Nous, ce qui nous inquiète plutôt, c'est l'équilibre besoin-ressources et la création de nouvelles ressources pour alléger la surexploitation de la nappe, notamment de l'Éocène, pour faire face à une demande croissante du fait de l'augmentation de la population, pour faire face surtout, et on le voit ces jours-ci, à la pointe, parce que ça aussi, hein, on a une consommation moyenne, mais on a aussi des pointes très liées au climat, hein, à la température. Donc c'est plutôt pour nous plus une question de quantité, je veux dire, de répondre par des investissements à ces questions de quantité qu'à ces questions de qualité, puisqu'on a la chance sur la Gironde de prélever en nappe profonde qui sont assez peu en lien avec les pressions anthropiques, qu'elles soient, enfin les pressions sur la qualité. Alors je dis en grosse maille, hein, parce qu'évidemment on a aussi des sources et on surveille la qualité. Mais c'est vrai que si, par exemple, à l'avenir, et Bénédicte en a parlé, il y a une exigence de qualité supérieure avec des produits qu'on estime être émergents, et la réglementation évolue de plus en plus en termes de contraintes de seuil sur les PFAS, par exemple, oui, il faudra sans doute traiter davantage, et oui, ça aura des conséquences en termes d'investissement, et donc une retombée sur le prix de l'eau, ou alors des choix. Et c'est ça aussi, si on ne peut pas augmenter le prix de l'eau suffisamment, bah, des choix, des arbitrages entre du renouvellement de canalisation qui fuit versus une usine de production d'eau potable. Voilà, il y aura des choix d'investissement. Et vu que tu évoquais Françoise le côté rendement, au niveau de la métropole de Bordeaux, le rendement, il est de... L'ordre de grandeur, alors ça évolue en fait Ouais, un peu tous les ans, mais l'ordre de grandeur, c'est 80%. Donc on ok. a quand même en gros 20% de fuite, si on peut dire comme ça. Donc on peut s'améliorer. On est comme je l'ai dit au départ, hein, une politique d'amélioration, un plan interne de gestion des fuites. Euh, mais j'allais dire, quand on a réparé à un autre endroit, ben, il y a un autre endroit qui fuit. Donc c'est pas si simple que ça d'augmenter le rendement. Ok. Merci Françoise. Une troisième question de Julia Barrault. Dans ce contexte, réinterrogez-vous la pertinence aujourd'hui, alors ça sautait la question, du principe de l'eau paye l'eau, institué en 92. Je sais pas si pour qui, si c'est pour Françoise directement ou pour Bénédicte sur le J'aimerais bien que côté économique. Bénédicte réponde, parce que c'est C'est l'économiste ça. d'aujourd'hui. Kevin avait préparé son micro. Je vais le laisser commencer.
Non, mais sinon, tu peux y aller, C'est hein, c'est la, pa- non, c'est la patate chaude. D'accord. Non, mais bien, merci Julia pour cette question tout à fait pertinente. Alors moi, j'irai pas me prononcer pour du moins au nom des services et encore moins de de la régie de l'eau Bordeaux Métropole, mais effectivement, on observe, on entend de plus en plus d'acteurs locaux et notamment issus des services qui se mettent à réinterroger, à re-questionner effectivement ce service, pas ce service, ce principe, fondateur en fait du fonctionnement actuel économique de nos services. Pour le dire plus clairement, typiquement la FNCCR, elle, aujourd'hui, avec dans la foulée aussi des prises de position typiquement d'Anne Gros-Perrin, l'ancienne vice-présidente déléguée à l'eau de Lyon Métropole, qui sont passées en même temps que Bordeaux en régie, donc en 2023. À Lyon, typiquement, il portait un message et une revendication pour remettre en question ce principe de l'eau-paye-l'eau. Et ils sont rejoints effectivement par la FNCCR. Où derrière leur position, c'est pas tellement pour mais moi, ça vise pas à critiquer en tant que tel ce principe, mais ça vise aussi justement à se donner d'autres moyens d'action et en fait aussi des moyens finalement de re-réfléchir à la responsabilité et au poids des différents acteurs dans leurs activités et leurs impacts sur la ressource. C'est-à-dire que eux, ils soutiennent, à Lyon, comme au sein de la FNCCR, ils soutiennent de plus en plus l'idée, non pas du principe de l'eau paye l'eau, il y aura ni derrière en fait du pollueur-payeur, hein, parce que le principe de l'eau paye l'eau, c'est un petit peu ça, mais en fait le principe du responsable payeur. En considérant que on constate aujourd'hui un certain nombre d'impacts négatifs sur les ressources et sur le service, qui ne datent pas uniquement d'aujourd'hui ou d'hier, mais qui peuvent en fait remonter d'activités réalisées bien antérieurement et dont malheureusement les impacts ne sont aujourd'hui ne sont visibles qu'aujourd'hui. Et donc avec cette idée de passer du pollueur-payeur au entre guillemets responsable payeur, c'est effectivement l'idée de se donner les moyens en fait de pouvoir exiger, entre guillemets, des personnes, des différents usagers, justement, qu'ils puissent participer en fait aux réparations socio-environnementales à hauteur en fait des dégâts environnementaux qu'ils ont pu créer, mais bien auparavant. Et typiquement, c'est cette, tout cela intervient aussi dans un contexte de PFAS, où on voit que effectivement des PFAS ont été relargués dans l'environnement depuis belle et belle lurette, et qu'aujourd'hui, finalement, ce sont les services et les usagers finaux qui doivent, entre guillemets, payer et donc supporter le coût de ces réparations, de ces actions curatives, etc. Alors qu'en fait, ce ne sont pas eux qui sont directement responsables de cette pollution PFAS. C'est aussi typiquement, je pense qu'on peut appliquer la même réflexion pollueur-payeur, par exemple, pour tout ce qui est pollution liée au dépassement de seuil en termes d'atrazine. Qui est un pesticide, il y a un polluant issu de l'agriculture qui est arrêté depuis, il y a interdit depuis maintenant des dizaines d'années, mais qui malheureusement encore aujourd'hui on voit des dépassements de seuil parce qu'en fait progressivement il y a une concentration progressive de ces polluants qui à un moment donné émergent et dégradent la qualité d'une ressource brute. Donc l'idée comme ça de passer d'un principe de l'eau paye l'eau à un principe de pollueur-payeur, c'est bien effectivement pour essayer de remettre en responsabilité
il y a des usagers qui aujourd'hui finalement ne contribueraient peut-être pas à hauteur en fait comparé aux effets qu'ils ont à long terme sur les ressources. J'étais long, désolé. Non, c'était complet du coup. Bénédicte, tu veux Non, peut-être juste compléter? en complément, effectivement, ce passage au responsable payeur, comme disait Kevin, c'est aussi tenir compte de l'historique, mais c'est aussi pas du tout neutre parce que c'est sortir des questionnements uniquement autour de la qualité pour réintégrer la quantité aussi. Donc c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre derrière cette terminologie qui me semble importante. Et peut-être en complément aussi par rapport à la question de Julia. Euh, Moi, ce qui m'interroge aussi beaucoup dans mes travaux, ce qui me questionne beaucoup, c'est en fait si ce principe de low pay no n'est pas remis en question, ou en tout cas n'est pas questionné, c'est en fait les impacts de cette espèce d'effet ciseau qu'on va avoir, où d'un côté, on va avoir des injonctions à la sobriété et les gens vont réduire leur consommation d'eau, et de l'autre côté, pour arriver à faire l'ensemble des actions que doit mener un service d'eau pour arriver à continuer de fournir un service performant dans tout le contexte qu'on a présenté tout à l'heure, on va probablement avoir une augmentation du prix de l'eau. Et donc, du coup, c'est comment on va arriver à faire comprendre à des gens qui réduisent leur consommation d'eau que leur facture continue quand même à augmenter. Moi, c'est ça, en fait, qui me questionne. Merci Bénédicte. Alors je le mettais dans le chat pour relancer un petit peu les débats. S'il y avait des questions courtes, il nous reste à peu près une dizaine de minutes sur le format habituel. Euh, Alors, le temps que des questions arrivent, on va dire à nouveau pour compléter le propos de Bénédicte, et ça va peut-être susciter comme ça de nouvelles questions. Derrière la question de Julia et les propositions ou prises de position pour un passage, il y a un principe pollueur-payeur, pas pollueur-payeur, excusez-moi, responsable-payeur. Derrière, ce qu'il faut voir aussi, c'est en fait toute l'ouverture entre guillemets que ça donne ou il y a l'ouverture il y a à la fois il y a intellectuelle et opérationnelle qui en fait consiste à replacer les enjeux liés à l'eau et le service en fait dans une histoire longue. Donc en fait il y a un principe il y a un principe de low payload d'une certaine manière en fait c'est il y a un mode de financement qui nous enferme dans une forme de présentisme. C'est aujourd'hui, on est dans low pay low, l'utilisateur paye pour ce qu'il consomme et sans tenir compte de ce qu'il a fait hier, ni effectivement des enjeux de demain et comment est-ce qu'il va agir demain. Alors que il y a un responsable, il y a un responsable payeur, là effectivement, c'est comment, comment je me suis positionné toutes ces dernières années et comment à l'avenir, justement, je vais pouvoir également essayer d'accompagner en fait le service pour maîtriser, maîtriser les ressources en eau d'un point de vue qualitatif et quantitatif, mais aussi maîtriser le patrimoine infrastructurel, maîtriser les besoins économiques du service, etc. Ce qui, en tant que service, peut aussi, on aime beaucoup se compléter avec Kevin, vous avez vu, ce qui, en tant que service, peut aussi vouloir dire comment est-ce que je gère des injonctions de sobriété auprès de gens qui font déjà des efforts. oui, il y avait un retour de Julia en disant dans low pay low, il y a aussi les investissements de demain normalement. Pour le passé, par contre, je suis d'accord, etc. Et c'est vrai que sur cette partie-là, il y a à la fois, je pense, les investissements pour demain, on va dire comme disait Kevin, je vais pas te dire la réhabilitation, mais l'influence des pollutions passées, et tout en se projetant dans un avenir, etc. Et il y a aussi potentiellement aussi en termes de gestion tout ce qui est changement de comportement ou changement de modèle de gestion, hein, c'est ce qu'on évoque depuis le début. Et alors ça va peut-être pas être une réponse courte du coup, mais qu'est-ce qui côté on va dire économie, côté sociologie peut freiner
ou plutôt faciliter ces changements de comportement. Alors là, je passe au sens large, mais adapté au système et la gestion de l'eau. Je vois Kevin qui sourit. Je laisse la parole à Bénédicte. Je vais être galant. J'ai pas compris, Sylvain, ta question, si c'était au niveau si tu veux, du mode de gestion du service ou si c'était au niveau des usagers que ça se positionnait Mais en termes de levier, etc. pour moi, il y a un petit peu les deux. Côté usager, c'est plus du changement de comportement, de consommation, etc. et de sensibilisation, etc. Et côté, on va dire, plutôt structurel, au niveau de la régie ou des distributeurs, il y a aussi ce modèle de gestion pour essayer d'équilibrer les choses. Mais il y a les deux niveaux, je pense, à faire accompagner. Mais après, je suis pas du tout un spécialiste. Donc c'était juste pour mettre une pièce dans... Non, après, je vais répondre juste très rapidement parce que je vois que le temps file quand même sur la partie usagée. Je laisserai Kevin, qui connaît bien mieux ça, parler du service et Françoise compléter si elle veut. Juste au niveau des usagers, en fait, nous, c'est des choses qu'on teste beaucoup aussi dans nos projets, de voir quel levier et quel frein il peut y avoir à des comportements plus économes, enfin en tout cas des usages plus économes en eau. Après, toutes les questions qu'on a et notamment auxquelles le projet Drop cherche à répondre, c'est au-delà de modifications un petit peu ponctuelles du comportement, comment est-ce que ces comportements euh, perdurent ou pas dans le temps. Et ça, c'est des choses, voilà, comme je disais, qu'on va pouvoir interroger avec le projet Drop, puisque les gens sont équipés à domicile et on va pouvoir regarder l'impact de nos leviers sur leur consommation. Et dans le projet ICAR dont parlait Kevin tout à l'heure dans la diapo, qui est pour le coup aussi un projet financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Donc, il y aura un doctorant en économie qui va questionner l'impact des habitudes, en fait, enfin, est-ce que les habitudes sont toujours trop fortes et n'arrivent pas en fait est-ce qu'avec nos leviers qu'on peut mettre en place, on n'arrive pas à contrecarrer les habitudes et qu'est-ce qu'elles ne reviennent pas au galop dès qu'on essaye, quoi qu'il en soit, de les bouger au bout d'un certain temps? Et ça, c'est des questionnements qu'on aura aussi beaucoup voilà, dans le projet ICAR. Ok, merci Bénédicte. Kevin, pour un complément court côté service. Oui, complément court, sans revenir sur ce qui peut être aujourd'hui ou relever quasiment du truisme, du truisme sociologique sur le poids des modes de vie, les structures, etc. Tout ça, c'est effectivement bien connu et bien documenté, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile je trouve, à agir contre, à modifier, à transformer et donc accompagner les usagers, notamment domestiques. Non, en fait, là, moi, je voudrais revenir sur quelque chose finalement qu'on oublie souvent de citer ou d'évoquer, c'est en fait le rapport de confiance qui s'institue entre service et usager. Au-delà même des services, c'est presque aujourd'hui entre acteurs publics et usagers. C'est-à-dire que nos usagers, on se retrouve dans une situation où il leur est demandé de plus en plus justement un devoir d'exemplarité, un devoir de responsabilisation, etc. Alors qu'en face, malheureusement, il y a un certain nombre d'événements, et je pense qu'on a tous en tête, il y a un certain nombre diverses illustrations, ce qui s'est passé avec les PFAS, la crise des métabolites en 2023, où on leur disait l'eau est de qualité, ne vous inquiétez pas, mais vous, il faut que vous fassiez des efforts, il faut vous responsabiliser, etc. Et tout d'un coup, en fait, sort dans la presse, est révélé dans la presse le fait que bah non, les ressources brutes, finalement, sont dans beaucoup d'endroits d'une piètre qualité. On dépasse les normes de prélèvement pour potabilisation, etc. Et
Parce que derrière, effectivement, il y a eu un défaut des pouvoirs publics au sens large. Il n'y avait pas forcément de contrôle. Il n'y a pas eu plus il y a d'interdiction, obligation il y a sur un certain nombre d'usagers, etc. Et toujours est-il que en fait, cette crise des métabolites et des PFAS, qu'est-ce que ça a fait? Ça a totalement cassé la confiance qu'un certain nombre de personnes pouvaient avoir en fait dans la qualité du service qui leur était distribué. Et derrière cela aussi dans la parole en fait des autorités publiques. Et d'ailleurs, on a bien vu que première réaction, je me souviens par exemple du responsable d'Atlantico, donc syndicat de distribution d'eau en Loire-Atlantique, qui a tout de suite a pris la parole dans les médias pour comment dire exprimer il y a son étonnement et sa stupéfaction face à ces résultats-là, en termes de qualité de la ressource et en exprimant à tout un chacun que il n'était pas responsable de ça. Donc en gros, on a vu tout de suite un certain nombre de représentants locaux qui effectivement ont cherché à rassurer la population en disant que ça n'était pas de leur faute, que ça n'était pas de la responsabilité du service, mais il y a bien que cette responsabilité relevait d'ailleurs. Sauf que derrière, en fait, ça a eu pour effet finalement de rompre cette confiance en fait que beaucoup de personnes peuvent avoir vis-à-vis du service qui leur est distribué et facturé. Et donc derrière, c'est ok, alors moi je veux bien éventuellement changer de comportement, changer de pratique, mais pourquoi est-ce que ça serait à moi en premier lieu de le faire, alors même que on voit des agriculteurs qui continuent à irriguer en pleine journée malgré des arrêtés sécheresse, etc. On voit que certaines municipalités arrosent leurs espaces verts l'été, etc., que des rendements de réseau sont finalement assez limités. Donc, pourquoi est-ce que ça serait à moi, en tant que simple individu, de faire des efforts, alors qu'en fait, j'ai l'impression que d'autres n'en font pas ou ne sont pas mis à la même enseigne? En fait, c'est ça aussi le genre de raisonnement, malheureusement, qui intervient et qui freine justement cette acceptation et cet engagement en fait à changer de pratique. Oui, c'est l'effet goutte d'eau dans l'océan, quoi. En partie. Bah, je vois qu'il est déjà 14h30, donc je pense qu'on va conclure là-dessus. Sauf si Françoise, tu veux rajouter quelque chose sur cette dernier échange pour nous remonter le moral. Pour remonter le moral, je ne sais pas, mais juste un petit mot sur cette nécessité d'exemplarité, hein. D'où l'intérêt, quand j'ai reparlé du plan d'économie d'eau, de l'associer à une politique interne, d'essayer de gérer au mieux les fuites, hein, parce que peut pas demander, comme dit Kevin, aux usagers et notamment domestiques de faire des efforts alors que nous-mêmes on n'en fait pas ou pas assez, etc. Donc ça, c'est déjà le service. Et puis la collectivité et les collectivités, c'est-à-dire ce que dit Kevin est très vrai, quoi. L'arrosage des espaces verts alors qu'on voilà, ou plus globalement l'usage d'eau potable pour précieuse pour des usages où il n'y en aurait pas besoin. Donc ça réouvre d'autres questions. Et donc l'exemplarité de la collectivité, je rappelle que c'est elle qui décide du prix de l'eau, c'est aussi très important, quoi. Merci Françoise pour ces quelques mots. Bah, je vous remercie tous les trois, Kevin, Françoise et Bénédicte, pour votre intervention. Je me remercie aussi tous les connectés. C'est toujours des formats, on va dire, courts, intéressants, mais toujours trop courts parce qu'on voudrait rentrer un peu plus en détail quelquefois dans les conversations. Voilà, donc merci à tout le monde. Les webinaires concerto vont faire une petite pause estivale. On se retrouvera normalement en octobre, novembre et décembre pour une autre série qu'on est en train de caler avec les intervenants. Donc on vous tiendra au courant assez rapidement
à la rentrée. Le replay sera disponible dans quelques jours ou semaines sur la chaîne YouTube. Et bah voilà, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et en tout cas, merci de votre participation active à cette journée, événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au Si, au revoir. revoir.